La troisième leçon d'initiation à la pratique professionnelle de la psychothérapie en counseling commence par les paramètres de counseling. Oui, si nous définissons le counseling comme l'application des principes de développement humain en santé mentale et psychologique, à travers les stratégies d'intervention cognitive, affective, comportementale et systématique, visant le bien-être, la croissance personnelle, le développement de la personne dans toutes ses dimensions. Et je reprends encore, si nous considérons le counseling comme étant l'application des principes de développement humain en santé mentale et psychologique, je dirais même spirituelle, à travers les stratégies d'intervention cognitive, affective, comportementale, systémique et même spirituelle, visant le bien-être et la croissance personnelle, le développement de la personne, son développement personnel, professionnel, social, familial. Si nous considérons le counseling comme étant justement l'application de tous ces principes de développement humain, les principes spirituels, les principes psychologiques, les principes en santé, le principe sociologique, si vous voulez, en santé mentale et en développement humain, eh bien, en considérant le counseling comme l'application des principes de développement humain en santé mentale, en santé psychologique, en santé spirituelle, les counseling impliquent donc plusieurs principes et plusieurs paramètres. Il y a des principes personnels, le counseling par exemple, le principe de la discrétion, du respect de l'authenticité de l'autre, du respect de l'opinion de l'autre, etc. Et des principes personnels, le respect de la culture de l'autre, le respect des désirs de l'autre, etc. Et c'est des principes personnels. Il y a aussi des principes professionnels de counseling, que nous verrons d'ailleurs. Vous voyez qu'il faut respecter les dimensions professionnelles. C'est un autre paramètre. Il y a des dimensions affectives du counseling. Vous voyez, par exemple, la personne a des problèmes affectifs, mais aussi le counselor peut avoir des problèmes affectifs. Il faut tenir compte de toutes ces dimensions de counseling. Il y a une rencontre affective entre deux personnes différentes en counseling. Vous pouvez avoir de l'antipathie ou de la sympathie vis-à-vis de la personne. Alors, il faut tenir compte de ces dimensions, de ces paramètres. Il y a des paramètres économiques. Il y a des paramètres de santé mentale. Vous pouvez avoir affaire avec un client qui a un problème de santé mentale. Il y a des paramètres de santé physique. Vous pouvez avoir des relations, de travail avec une personne qui a des problèmes de cancer, des problèmes de santé physique. Et alors là, en ce moment, il faut le référer au médecin, à la clinique. Il y a des paramètres économiques de counseling. Il y a des paramètres techniques de counseling. Vous devez savoir qu'il y a des techniques parfois qui ne sont pas applicables à telle ou telle personne. Nous le verrons quand nous parlerons des différentes techniques. Par exemple, les tests qu'on fait. Il y avait des tests dans l'ancien temps qu'on appliquait en psychothérapie qui n'étaient pas trop humains. Alors là, je tombe dans la dimension bioéthique du counseling. Vous voyez? Et c'est pourquoi le counseling est beaucoup plus centré sur l'humain, le respect de l'humain, de l'humanité. N'est-ce pas? Le counseling est humanitaire. Alors, un grand paramètre en counseling, c'est le paramètre d'écoute. D'écoute compréhensive, d'écoute empathique. L'écoute est un paramètre indispensable. Et quand on écoute, là, on regarde maintenant on discerne différents paramètres dans l'écoute. Est-ce que j'écoute son affection? Est-ce que j'écoute son émotion, ses émotions? Est-ce que j'écoute
sa cognitivité, sa façon de connaître, de comprendre les choses, des conceptualités, de conceptualiser, de juger, de comprendre les situations, sa façon de structurer les phrases, etc. J'essaie d'écouter un peu comment la personne progresse du point de vue cognitif. Et son comportement, ses tics nerveux, etc. Ce qu'il dit, le verbal, et ce qu'il ne dit pas, ou ce qu'il dit entre les lignes, le non-verbal, etc. Ses gestes, ses faits et gestes. Vous voyez, l'écoute est beaucoup plus sophistiquée qu'on le pense. On écoute même ce qui n'est pas dit. L'écoute du non-dit. C'est tout un exemple. Est-ce que la personne est fonctionnelle ou dysfonctionnelle? Normale ou anormale? Vous voyez, alors il y a tout un tas de choses qu'il faut considérer lorsqu'on écoute. L'écoute doit être une écoute très objective, une écoute empathique, une écoute affective, une écoute compréhensive, une écoute qui fait que la personne qui parle, qui est en train de se dévoiler, si vous voulez dévoiler sa souffrance, se sente, n'est-ce pas, prise en charge. La personne se sent prise en charge. Il y a quelqu'un qui m'écoute, il y a quelqu'un qui me supporte, il y a quelqu'un de confiance en qui je peux me donner. Il comprend ma situation, il comprend différents paramètres de ma situation. Vous voyez? Alors c'est très important en counseling de tenir compte de différents paramètres. Et le problème que pose la personne qui est devant nous est un problème complexe. C'est un problème parfois relationnel, un problème de couple. Mais dans ce couple, quel est le problème? Quelle est la dimension qui est problématique dans le couple? Peut-être c'est un problème financier, un problème sexuel, etc. Voyez-vous? Quelle est la nature du problème? Peut-être culturel. Il y a une incompréhension culturelle entre le mari et la femme. Sont-ils venus de différentes cultures, etc. Ça peut être aussi un problème philosophique. L'un est libéral, l'autre est conservateur. Ça peut faire des problèmes, vous voyez. Un problème moral, etc. Alors il faut tenir compte de ces différents paramètres. Et à partir de ces paramètres, on va savoir justement quelle approche pour aider ces personnes. Si c'est un problème affectif, vous allez choisir une approche qui est beaucoup plus émotive, affective. Si c'est un problème comportemental, vous allez choisir une approche qui est beaucoup plus comportementale. Si c'est une approche relationnelle, familiale, vous allez peut-être choisir une approche systémique. Vous voyez, question de savoir comment aider et accompagner la personne plus efficacement. Et c'est là que vous avez besoin de tous les cours que vous avez suivis sur les différentes théories dans la pratique de counseling. Alors, il y a des éléments que vous devez prendre en considération pour faire le counseling, pour faire la pratique de counseling. Le premier élément, c'est que dans le counseling, vous avez les sentiments, vous avez les pensées, vous avez les actions du client. Le client vient avec des éléments. Et quand il arrive, vous les regardez, vous voyez sa situation, son comportement, son regard. Et en même temps, il émet des pensées, des paroles, n'est-ce pas, des actions qu'il pose, qu'il a posées, qu'il vous dit qu'il a posées. Toutes ces choses, vous les prenez en considération. Que me dit le sujet, le client, à propos de sa détresse? Dans le counseling, deuxièmement, vous devez accepter l'autre tel qu'il est. Vous devez l'accepter avec ses perceptions, ses jugements, ses feelings, ou ses sentiments, sa manière de sentir, de comprendre, d'émotionner. Vous devez l'accepter tel qu'il est. Vous ne pouvez pas commencer par le transformer, mais par l'accepter tel qu'il est. Troisièmement, vous devez aussi assurer la confidentialité, le caractère privé de votre consultation. C'est très important. Et dans une consultation en groupe, assurez-vous que vous avez signé un protocole pour garder tout ce qui se passe là comme confidentiel. Le counseling, quatrièmement, est volontaire.
Il y a la dimension volontaire. La personne volontairement se décide de vous contacter, de vous consulter comme pasteur ou comme psychothérapeute pour recevoir de l'aide. En général, dans le counseling, il y a la communication presque de tous les problèmes du client. Les clients vous parlent de tous ces problèmes, mais il y a les dangers de votre part en écoutant les clients de faire ce qu'on appelle le self-disclosure en anglais, c'est-à-dire de commencer à dire « Ah, moi aussi j'ai eu ce problème-là. Ah, moi aussi j'avais ce problème dans le passé, voilà comment j'ai résolu. » Eh bien, ça c'est dangereux, parce que nous sommes totalement différents et cet individu vient avec sa propre histoire. Vous devez l'approcher dans son histoire et jamais confondre votre histoire à son histoire. Donc il faut vraiment vous réserver, garder vos choses pour vous-même, vos anciennes difficultés que vous avez résolues, et peut-être qu'à la fin de la cure, quand vous aurez terminé tout, vous pouvez passer à vos témoignages, mais en tout cas pendant le counseling, vous écoutez son problème et vous n'interférez pas d'interférence. D'ailleurs, du point de vue psychanalytique, quand la personne vous parle, n'est-ce pas, et est en train de mobiliser non seulement ce qu'elle a dans sa conscience, mais aussi tout son inconscient est en train de se mobiliser, d'être en train de sortir, tout son inconscient, sa subconscience. Hein? Et pendant qu'il fait cela, les dangers gros pour le thérapeute, lui aussi, de commencer à projeter son propre inconscient dans le discours de son client. Et c'est là qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la référence, n'est-ce pas? Et c'est très dangereux, cette intervention de celui qui est réputé être le thérapeute, et quand il fait les transferts de son problème, eh bien, le contre-transfert, c'est comme ça qu'on appelle le terme en psychanalyse, le contre-transfert qui est la mobilisation de mes problèmes inconscients, même des solutions que j'ai eues dans le passé, de mes problèmes inconscients, dans le discours, je le transfère dans le discours du client, peut-être sous forme de témoignage, peut être très dangereux, ce qu'on appelle le contre-transfert. Vous voyez, il faut faire l'économie du contre-transfert et laisser les transferts, c'est-à-dire la mobilisation de l'inconscient du client, s'opérer normalement, sans interruption. C'est très important, cette cinquième dimension, et qui consiste à garder vos choses intimes et personnelles et à laisser l'autre développer et exposer son intimité. Sixièmement, n'oubliez pas le counseling et communication. Communication entre deux personnes ou entre un groupe avec le thérapeute. Et cette communication doit se faire de façon authentique. Vous l'écoutez de façon authentique, empathique, et elle, la personne, aussi s'exprime de façon authentique et vous le mettez à l'aise, n'est-ce pas, pour que cette personne puisse, n'est-ce pas, non seulement exposer ce qu'elle connaît, mais même ce qu'elle a oublié, ce qu'elle a refoulé, ce qu'elle a caché. La personne est en confiance, a tendance, n'est-ce pas, de se libérer de ces fardeaux, comme un peu dans la confession. Et enfin, n'oubliez pas que la communication est à la fois verbale et non verbale. Il y a des moments où les clients que vous suivez cessent de parler et commencent à pleurer. Les counselings ne s'arrêtent pas. Le pleur du roi Ézéchias, quand le prophète Ésaïe est à lui annoncer sa mort, le pleur du roi Ézéchias n'avait pas interrompu, n'est-ce pas, la thérapie de Dieu. Bien au contraire, alors que le prophète Ésaïe était dans la cour royale, une parole est venue du ciel pour aller apporter la guérison au roi Ézéchias. Et Dieu lui donna encore 15 ans de vie sur cette terre. Donc les larmes et les cris de la patiente, de votre client, peuvent bien, n'est-ce pas, servir aussi de langage, de communication en counseling, en thérapie de counseling. Il ne faut pas interrompre la personne qui crie, qui pleure pendant le counseling. Et enfin, huitièmement,
Le counseling, c'est un processus interculturel. La personne qui parle en counseling peut bien être une personne d'une culture différente de votre culture. C'est à vous, le counselor, d'être multiculturel. Prenons dans notre pays, le Congo, notre pays d'origine, a plus de 250 cultures, sans oublier le chinois, le libanais, tous ces les Belges qui sont venus s'ajouter. Donc c'est un pays multiculturel. Et en principe, notre counseling doit être un counseling multiculturel. La Bible même est multiculturelle. La Bible ne se réduit pas à la culture juive. Et même la culture juive elle-même, elle est une culture à la fois babylonienne, égyptienne, etc. C'est une culture multiculturelle, je m'excuse. Jésus était un multiculturel. Alors, nous parlons plusieurs langues qui ne sont pas nos langues maternelles. Nous sommes de multiculturels. Être multiculturel, c'est être en mesure de comprendre l'autre personne dans sa propre culture, telle qu'elle se conçoit, dans sa culture, telle qu'elle se juge, se comprend et s'exprime, se manifeste dans sa culture. La culture, c'est l'ensemble des valeurs que nous avons reçues, et nos langues, etc., et notre vision du monde, notre compréhension du monde, et tout ça, ça fait partie de la manière dont on a été cultivé. Nous sommes cultivés. Et je suis non seulement congolais, je suis aussi canadien, je suis professeur, je suis pasteur, etc. J'ai toute une culture philosophique, théologique, missiologique, psychothérapeutique, éducationnelle, etc. Ça fait partie de ma culture. Et quand quelqu'un écoute mes problèmes, il doit essayer de me comprendre dans les différents registres culturels de ma vie. Voyez-vous, ça devient un peu compliqué, le counseling. Hein? Et enfin, pour terminer, le counseling exige certaines conditions pour bien s'opérer. Et ici, beaucoup de gens insistent sur les conditions philosophiques. Mais moi, je pense que le counseling n'est pas quelque chose qui relève de la philosophie. Ou si ça relève de la philosophie, alors le counseling relève de la philosophie de l'existence. Vous voyez, l'existence de la personne. Le counseling est lié à l'existence de la personne. C'est l'existence qui est en jeu. C'est l'être de la personne dans son existence, dans sa vie, dans son déploiement existentiel qui est en jeu. D'où la nécessité de comprendre le contexte, l'environnement, la situation telle qu'elle se manifeste dans les concrets même de la personne, et de voir comment la personne s'est développée jusqu'à la date de sa consultation, s'est développée dans ce monde. N'est-ce pas? Et vous allez voir toutes les différentes crises que cette personne a eues, des crises sociales, des crises économiques, des crises historiques, des crises mentales, des crises personnelles, des crises familiales, des crises, n'est-ce pas, religieuses, spirituelles. Toutes ces crises, justement, sont le lieu de structuration des problèmes affectifs, des problèmes comportementaux, des problèmes cognitifs, des problèmes relationnels, bref, de tous les problèmes qui constituent la détresse humaine et que nous traitons en counseling dans le seul but de contribuer au bien-être de la personne en souffrance. Voilà un peu la fin de cette leçon. Dans la leçon prochaine, nous verrons les caractéristiques effectives d'un counselor professionnel ou d'un spécialiste en pastoral de counseling professionnel.